El Maralia, quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. Bien sûr, je vous présente, et puis au nom de la rédaction, je vous présente toutes nos excuses pour des soucis techniques. L'émission a pris énormément de retard. Mes excuses à mes invités. J'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques instants. Et bien évidemment, je leur proposerai de les réinviter la semaine prochaine pour échanger à nouveau sur cette thématique. Je ne vais pas vous épargner donc mon lancement. Aller droit au but avec nos invités. Présidentielle 2022, vous le savez, le dimanche, nous essayons de vous proposer un numéro consacré à ces présidentielles 2022 en France, qui arrive très vite puisque le premier tour prochain. On va en parler. Présidentielle 2022, c'est le titre de l'émission. 2 points. L'immigration, virgule, une préoccupation des Français. Point d'interrogation, c'est la question qu'on va essayer de se poser. Depuis les années 80 maintenant, la quasi-totalité des campagnes donc tourne autour de l'immigration. On se focalise énormément sur notamment le vote des étrangers, les lois sur la nationalité, questions identitaires comme l'islam. On va essayer de se poser quelques questions avec nos invités. Pourquoi autant de crainte des étrangers? Pourquoi certains partis politiques font de l'immigration leur fonds de commerce? Est-ce leur carburant de campagne pour arriver au pouvoir? Et que représente cette immigration? Est-ce que c'est un danger, une richesse pour le pays, pour le développement de la France? Les Français d'origine algérienne ou autres nationalités d'Afrique sont en nombre, notamment en France. Leur voix dans leurs urnes en avril prochain peuvent-elles peser dans la balance notamment et jouer un rôle quant à la victoire du prochain président ou de la prochaine présidente de la République? Voilà, je vais très vite. Mes invités ce soir, Assia Guéchoud, Hérakis, militante des droits de l'homme. Assia Guéchoud, bonsoir. Merci d'avoir patienté. Ah ben, bonsoir et bonsoir à tous les invités et à tous les téléspectateurs. Merci infiniment à tous les trois, vous l'avez compris, donc le temps a passé, donc les temps de parole vont être réduits, donc merci vraiment d'être parmi nous. Gamal Abina, porte-parole du mouvement des droits civiques, merci d'être avec nous. Il y a très longtemps qu'on ne vous a pas eu, c'est un plaisir. Un vrai plaisir partagé, merci pour l'invitation et puis effectivement, ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Merci infiniment. Et puis Hamid Chabani, c'est une première. Bienvenue Hamid Chabani, adjoint au maire à Drancy, conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis. Et puis aussi, vous êtes passionné, vous êtes historien. Bonsoir Hamid Chabani. Bonsoir Chaban, merci pour l'invitation et puis une bonne année à toutes et à tous. Merci infiniment. Oui, encore une fois, une bonne année à vous trois, même si on a échangé. Hamid Chabani, je vais commencer par vous. On va essayer en quelques minutes vraiment d'évoquer cette campagne présidentielle. Première question, essayez juste peut-être d'aller un peu droit au but, excusez-moi de l'expression, c'est pas du tout le ton de la chaîne, puisqu'en général on laisse le temps à nos invités vraiment pour échanger, pour s'expliquer, mais on aura le plaisir de se revoir et puis je vous le propose en direct d'ailleurs dimanche prochain si vous le souhaitez. Hamid Chabani, vous êtes élu, vous êtes homme politique dans ce pays qu'est la France. Vous êtes concerné aussi par les élections présidentielles. L'ambiance en général pour vous dans cette atmosphère avec ces candidats. Christiane Taubira donc s'est ajouté à annoncer sa candidature. L'ambiance générale avec parfois des tensions et parfois des annonces assez fortes de certains candidats, notamment concernant l'immigration, puisqu'on en parle ce soir, comme l'extrême droite ou encore l'extrême droite comme Marine Le Pen ou Éric Zemmour, entre autres, et même Valérie Pécresse d'ailleurs, qui a fait aussi des sorties assez conséquentes. Mais l'ambiance générale en ce moment, elle est difficile à lire et à expliquer parce que la Covid empêche un petit peu le débat, un débat serein et apaisé. Et c'est vrai qu'un certain nombre de candidatures tournent autour de ces sujets d'immigration. Qui ont accaparé cette campagne. En fait, on ne discute pas des vrais sujets aujourd'hui, notamment liés à l'économie, au chômage, et c'est souvent des choses qui reviennent régulièrement. Et là, les débats se sont plus ou moins arrêtés depuis quelques semaines avec les restrictions sanitaires. Et du coup, on n'a pas un réel débat sur ces sujets. Et c'est dommage qu'on parle effectivement d'immigration. Et j'ai l'impression que le débat, et c'est un peu l'avis des uns et des autres, a été un petit peu phagocyté en réalité par Éric Zemmour sur ces sujets, et c'est bien dommage. C'est vrai qu'Éric Zemmour en a rajouté une bonne couche, il est vraiment
dans les extrêmes. En tout cas, c'est ce que disent énormément de Français, de partis d'opposition, même s'il a ses fidèles. Les immigrés, selon l'INSEE, il y a quelques jours seulement, se comptent à hauteur de 10% de la population, 6 à 7 millions. Bien sûr, les chiffres des immigrés en situation irrégulière, nous les avons pas exactement, mais toujours, selon l'INSEE, on est à 600-700 000 personnes. Je rappelle aux téléspectateurs qu'il y a eu 3 phases autour de l'immigration, notamment il y a la Première Guerre mondiale, les 30 Glorieuses, donc la Deuxième Guerre mondiale, et puis à partir des années 2000, notamment les immigrés qui sont venus travailler, qui ont amené leur famille, notamment aussi pour apporter une reconstruction à un certain niveau de la France, les étudiants et les crises humanitaires ou l'espace Schengen, entre autres. Hamid Chabani, pourquoi l'immigration est au cœur des débats? Est-ce que c'est réellement un danger? Je globalise un peu mes questions. Est-ce que c'est réellement un danger pour un pays comme la France, terre d'accueil, je le disais tout à l'heure? Est-ce que c'est un frein pour l'économie ou bien au contraire, c'est une richesse? Et je crois qu'à Drancy, il y a plus d'une quinzaine, notamment d'élus de la République française qui sont issus de l'immigration. Non, mais je crois que le sujet, en réalité, l'immigration a toujours existé depuis la nuit des temps. Après, effectivement, il y a toujours un débat sur les chiffres INSEE, sur l'augmentation ou non du nombre d'immigrés. Moi, je pense que cette question, elle est posée parce qu'il y a une vraie crise identitaire, en fait, qui traverse le pays, qui traverse l'Europe. Et du coup, il y a un sentiment pour certains que la France serait envahie par des gens originaires d'Afrique ou encore d'Orient. Et du coup, il y a une espèce d'inquiétude en fait qui s'est installée et qui a été en fait aussi, à un moment donné, j'ai envie de dire, alimentée par les candidats sur ce sujet. Et je pense que la vraie question, c'est qu'il y a une vraie crise identitaire. Est-ce qu'elle existe? Excusez-moi. Est-ce qu'elle existe réellement, cette crise identitaire, dans le fond? Ou est-ce qu'elle n'est pas d'élection en élection, de campagne en campagne? Est-ce qu'elle n'est pas générée? Est-ce qu'elle n'est pas nourrie? Est-ce qu'elle ne pousse pas avec ces messages, parfois des messages même limite qualifiés de haine, de division entre... Mais je pense que la crise identitaire, elle n'est pas uniquement liée à la France. Hein. La crise de ces sujets identitaires, en fait, touche une bonne partie du monde. On le sent bien dans la prise d'opposition d'un certain nombre d'hommes politiques. Et vous voyez bien que ce soit aux États-Unis, on a eu les mêmes sujets avec Donald Trump sur la question liée au Mexique. On le voit aussi en Europe de l'Est, avec un certain nombre de pays comme l'Hongrie qui se posent ces questions. Donc il y a un vrai questionnement, je pense, qui est sociétal et qui fait qu'on se retrouve un petit peu paniqué parce qu'on n'arrive pas à régler les problèmes économiques liés à nos sociétés. On voit bien que l'État régalien en fait protège de moins en moins en fait sa population, et protège de moins en moins ses citoyens, et donc forcément certains politiques, au lieu de trouver des solutions pour régler le problème, vont facilement se retourner en se disant que c'est la faute des étrangers, c'est la faute des immigrés, parce que ça va mal. Et c'est bien dommage. Une petite minute avant de donner la parole à Assia Guéchoud. Cette immigration, elle est là. D'abord, il y a énormément cette immigration, ce sont aussi des Français d'origine algérienne qui parfois, ou maghrébine ou africaine, enfin peu importe, qui parfois sont classés dans l'immigration. C'est tout de même une richesse, c'est de l'économie, c'est un développement. En tout cas, on le voit, il y a des sociétés, il y a des entreprises qui sont montées, il y a des élus, il y a des associations, il y a des ONG qui sont encadrées. L'islam, par exemple, est très critiqué. Alors moi qui ai le plaisir depuis des années de travailler sur le sujet, il faut savoir que tout au long de l'année, il y a des dizaines d'associations et d'ONG d'inspiration musulmane. Bon, c'est pas bien sûr, comme je le dis tout de suite, à chaque fois, c'est pas écrit clairement, mais en tout cas, on le voit, c'est auprès des mosquées. Il y a une mobilisation auprès des Français, des personnes les plus démunies. L'année dernière, il y avait des étudiants qui étaient aux Anges pendant le mois de Ramadan, parce qu'ils nous disaient, pendant le mois de Ramadan, ils ont la chance d'aller à la mosquée de Livry-Gargan parce que pendant un mois, ils ont le plaisir et la chance de se nourrir gratuitement en tant qu'étudiants, des étudiants lambda. Donc, est-ce que cette immigration ou cet islam, par exemple, qui est quand même assez critiqué, c'est une richesse tout de même pour la France, alors que c'est critiqué, c'est rejeté par certains candidats? Non, mais alors, l'immigration est un sujet, l'islam est un autre sujet. Et forcément, l'immigration est une plus-value pour la France.
Si on devait s'amuser à calculer, lorsqu'on regarde le produit intérieur brut de la France, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'immigrés qui fournissent, qui participent à ce produit intérieur brut. Si on devait calculer sur le plan économique le nombre d'entreprises qui tournent grâce aux immigrés, d'entreprises qui sont créées par les immigrés, c'est juste énorme. Mais sauf que c'est un chiffre et c'est quelque chose qu'on ne veut pas nous montrer. Donc forcément, aujourd'hui, on voit bien que le débat s'est totalement focalisé sur ces questions d'immigration et aussi d'islam. Et c'est bien dommage, on est quasiment à 3 mois de l'élection présidentielle. Elle est déjà monopolisée par la Covid. Donc on va se retrouver dans 2 mois à encore échanger sur... et encore, on va se poser une question autre qui va arriver, c'est la mobilisation. Et je m'inquiète du taux d'abstention qui va avoir lieu au mois d'avril prochain. Et c'est bien dommage qu'on ait focalisé ce débat. Et pour le coup, 2022, c'est vraiment la première fois que le débat est autant focalisé sur cette question et qu'en réalité, on n'a jamais vraiment apporté de solution sur ce sujet. Merci Hamid Chabani, restez avec nous. Assia Guéchoud, vous avez entendu à peu près les lancements, les questions, les remarques. Donc vous pouvez bien sûr répondre en globalité. Et puis, est-ce que quelque part, ces candidats à l'élection présidentielle qui stigmatisent, qui parlent énormément d'immigration, qui parlent aussi énormément d'Algérie, je rappelle que Valérie Pécresse a fait une sortie et Marine Le Pen en disant un des pays qui pose les plus gros problèmes, notamment, c'est l'Algérie. Est-ce que ces candidats-là, à un moment donné, ne sont pas à court de programmes, d'idées, de solutions? D'après des statistiques et des études, l'immigration notamment est loin d'être la première préoccupation des Français. Oui, Chaban, l'immigration n'est pas du tout la première préoccupation des Français. Aujourd'hui, la première préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. Les Français le disent et le répètent, et encore plus en 2022, suite à cette pandémie mondiale. Nous voyons que les prix en France et en Europe, de manière générale, et même dans le monde, ont énormément augmenté. Là, nous sommes à du simple au double, voire le triple. Donc, le portefeuille des Français se voit diminuer sensiblement et les salaires ne sont pas augmentés. Et bien sûr, l'immigration est un sujet vendeur, hein. C'est un fonds de commerce qui est à chaque fois utilisé lors d'élections présidentielles. C'est le cas depuis extrêmement longtemps, donc ils savent jouer avec ça. Par contre, quand vous creusez dans les programmes, il n'y a pas réellement de réponse aux vraies préoccupations aujourd'hui des Français. La première préoccupation, comme je vous le dis, c'est le pouvoir d'achat. Ensuite vient la sécurité, mais la sécurité n'est pas forcément liée à l'immigration. C'est quelque chose qui est embrigué dans un tout et c'est pas forcément lié à l'immigration. Quand on parle d'immigration et quand on parle des Algériens, par exemple, ce sont des personnes qui participent à la société pleinement, hein, comme vous, comme moi. Nous sommes franco-algériens, nous payons nos impôts, nous travaillons, nous participons à l'économie de la France, donc ça ne pose pas vraiment de problème. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui sont issues de l'immigration, qui sont de la 3e voire 4e génération, qui sont nés en France, qui sont français, qui sont même loin de leur pays d'origine, hein, que ce soit l'Algérie ou ailleurs, et qui vivent une conséquence désastreuse, de politique désastreuse vis-à-vis de la réhabilitation de toutes ces personnes, hein, la façon dont ils ont été parqués dans des banlieues, ou l'accès à l'éducation, de quelle manière elle a été faite. C'est toute une politique finalement qui a été menée depuis maintenant extrêmement longtemps, même avant l'indépendance de l'Algérie, et c'est cela qu'il faut voir. Sans oublier, bien entendu, toute la décolonisation finalement qui n'a jamais eu lieu, la décolonisation française en Afrique, de la majorité des pays africains, dont l'Algérie fait partie, qui n'a pas été faite d'une manière totalement aboutie et qui pose problème aujourd'hui. Parce que c'est totalement hypocrite de dire on ne veut pas de l'immigration en France alors que l'économie française est bâtie sur ces anciennes colonies. Jusqu'à aujourd'hui, il y a de grandes richesses qui rentrent en France grâce aux anciennes colonies. Tu m'entends, Charbel ?
Oui, très bien, très bien, on vous entend très bien. Gamal Abina, un mot aussi sur cette première partie un peu qui englobe ces différents axes. Et puis effectivement, cette question, aujourd'hui on en arrive à chaque fois à des candidats qui se focalisent vraiment sur des sujets un peu sensibles, quitte à parfois grossir les chiffres. Peut-être, c'est une question que je vous pose, peut-être jusqu'à faire peur une grande partie du pays et des Français, est-ce que justement ils ne sont pas à court de programmes pour stigmatiser, utiliser l'immigration et puis notamment cette diaspora, puisqu'on est aussi une chaîne, on a le plaisir d'échanger avec nos frères et sœurs en Algérie, parfois stigmatiser aussi les citoyens et citoyennes algériens et algériennes. Tout à fait. La question qui est posée est une vraie question. C'est la question de savoir pourquoi est-ce que le curseur s'est de plus en plus déplacé à l'extrême droite. On prend l'exemple, par exemple, d'un personnage assez médiocre, qui est d'origine algérienne d'ailleurs. Il a tendance à oublier qu'il est algérien d'origine, de par son origine réelle, puisque l'Algérie française, c'était l'Algérie aussi. Eh bien, M. Zemmour, par exemple, dit beaucoup de bêtises, mais il n'a pas de contradicteur sérieux en face de lui. Je m'explique. Lorsqu'il y a 10 ans, il disait que 80% des gens en prison étaient d'origine africaine ou nord-africaine, pas grand monde n'a su le contester sur un mensonge aussi grossier. Et finalement, avec quelques études un peu sérieuses, on s'est rendu compte qu'il disait n'importe quoi puisqu'il parlait de prisons qui étaient à proximité des cités. Mais en revanche, aujourd'hui, il n'est plus 80% d'origine africaine ou nord-africaine, il dit 25%. Et à nouveau, il n'y a pas de journalistes sérieux et de gens de contradicteurs pour lui rappeler qu'à l'époque, il disait une bêtise grossière et qu'il a grossi les chiffres à nouveau. C'est pareil pour la question de l'immigration. On estime que ce serait 10% à peu près d'enfants issus d'immigration, très souvent français, qui connaissent très peu leur pays d'origine pour la plupart. Et on prétend que ce serait la problématique qui se pose. Or, pendant la crise du Covid, on était bien content de voir ces immigrés qui travaillaient de façon remarquable et qui étaient en première ligne devant la maladie, qui étaient dans tous les services hospitaliers, qui étaient dans les services de transport, qui étaient dans les services de livraison à domicile. C'est ces immigrés qui posaient pas de problème à ce moment-là et les gens étaient bien contents de voir Mamadou Moustapha apporter la nourriture ou encore les soigner à l'hôpital. Donc la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi est-ce que la France met la focale sur l'immigration. Eh bien simplement parce que, ça a été souligné par un des intervenants tout à l'heure, la Hongrie par exemple, ou des pays comme Viktor Orban, utilisent le fait minoritaire de l'immigration pour justifier de leur incapacité à redresser les situations économiques qui se dégradent. On prend un exemple très concret, ça s'appelle de la lâcheté tout simplement. Dès qu'un pays va pas bien, on l'a vu dans les années 30, immédiatement il y a la stratégie du bouc émissaire qui est mise en avant. L'immigré est facilement identifiable parce qu'il a un visage identifiable africain ou nord-africain, bronzé avec une religion différente. Et la vérité c'est que lorsque vous avez une incurie, une incapacité à trouver une solution sur la dette, sur l'endettement, sur le surendettement, sur la capacité à créer de la richesse, de l'emploi, eh bien, on tape sur la tête de l'immigré. Parce que l'immigré donne le sentiment, alors qu'il est extrêmement faible. Il faut rappeler qu'on n'a pas de structure pour nous protéger en France. Il n'y a pas de députés qui nous représentent, on très peu de maires qui nous ressemblent, et certainement pas d'institution qui est en mesure de nous soutenir, et encore moins les pays d'origine qui n'interviennent absolument pas sur notre vie en France, puisqu'ils nous considèrent comme étant ou la diaspora d'Amérique ou des étrangers français. Eh bien, cette façon de taper sur l'immigration, c'est une façon très, très lâche, en vérité, de se défausser sur des gens qui n'ont aucun pouvoir, qui ne sont pas à Wall Street, qui n'ont pas dégradé l'économie, qui ne sont pas à l'origine de la crise des subprimes ou du chômage, mais qu'on prétendrait être ceux qui viennent prendre le pain des Français ou le travail des Français. Il va de soi que c'est un mensonge, 40% de chômage. Oui, je vous écoute. J'espère que vous m'entendez. Oui, vous m'entendez. Oui, je vous entends très bien. Vous parliez justement, et c'est la deuxième phase, parce que je voulais vraiment évoquer plusieurs choses, mais on y reviendra certainement dans le détail dans quelques jours. Vous parliez effectivement de personnalité politique, vous avez peut-être employé le mot peut-être pour protéger, en tout cas pour répondre, etc. Les politiques, parfois notamment en France, jouent un peu, alors c'est une question, est-ce qu'ils ne jouent pas sur plusieurs tableaux? Là, on a vu effectivement Emmanuel Macron qui n'est pas encore candidat officiel, puisqu'il ne sait pas, il n'a pas annoncé sa candidature, mais si on parle effectivement, puisque c'est une thématique que je voulais et que je devais aborder avec vous, qui est l'Algérie par exemple, on l'a vu sur ces 5 années de mandature qui se terminent, bien avant déjà les élections, il avait parlé de reconnaissance de crimes contre l'humanité avant son élection, et puis là je vais aller vite, on l'a vu depuis maintenant 5 ans, à faire des annonces, parfois encourager à aller dans le sens du président algérien, alors qu'on est en plein Hirak, alors qu'il y a une revendication et que le président français ne l'évoque pas, ne dénonce pas, serait-ce que cette répression. Et puis parfois il a aussi parlé d'un système politico-militaire, parce que peut-être question, on est à la veille des élections, alors est-ce que c'est aussi peut-être pour se redorer le blason par rapport à cette diaspora qui va peser. On a tout de même quand même l'impression que les candidats et autres politiques
avec ce pays, alors je parle vraiment de l'Algérie, joue un peu, enfin se positionne en fonction d'eux. Et c'est une question que je posais à Hamid Chabani juste derrière, donc il nous entend. Il y a tout de même quelque part aussi ce silence. L'Algérie vit actuellement une période très difficile. Le Hirak continue d'une autre manière et on le sait que c'est en tout cas ça s'annonce vraiment sur une sortie le 22 février encore une fois pour revendiquer. Mais on manque de les Algériens manquent pas de soutien mais juste d'expression comme les ONG, comme certains parlementaires européens. Alors je veux juste annoncer que le député Jean-Christophe Lagarde donc de l'UDI, qui est le parti notamment de Hamid Chabani, s'était exprimé lui quand le pouvoir algérien en relation avec l'État français avait squeezé notre chaîne El Mararibia, il s'était exprimé. Gamal Abina là-dessus. Vous m'entendez ? C'est bon. Donc je disais la question algérienne, une question difficile, parce que d'abord la France est l'ancienne puissance coloniale qui a quand même massacré 1,5 million de martyrs. Ensuite parce que la communauté algérienne est estimée à entre 3 et 5 millions de personnes qui font clairement balancer le vote en faveur d'un candidat ou d'un autre. On l'a vu avec l'expulsion de Sarkozy en faveur de Hollande. Et effectivement, vous avez raison de le souligner, les Français n'osent pas trop parler d'Algérie parce que d'un côté, il y a effectivement la vague populaire qui compte, et de l'autre côté, il y a des rapports d'État qui leur interdisent de trop la ramener, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. En substance, le président français doit passer par la case Algérie pour espérer avoir le vote de la communauté dite algérienne, du moins les descendants de l'immigration algérienne. Le président français a fait énormément, il faut être honnête avec lui, parce qu'on peut lui donner beaucoup de défauts, mais en 5 ans, il en a fait beaucoup plus qu'en 60 ans de tous les présidents qui l'ont précédé par rapport aux reconnaissances des crimes, à Ali Boumedjel. Donc tous ces éléments-là sont constitutifs d'une volonté de Paris à la fois de ne pas s'aliéner la population, de ne pas être en bisbille face au pouvoir, et en même temps de sortir des choses qui blessent, comme l'histoire d'effectivement, vous avez raison, de la junte militaire qui tient le pouvoir, l'histoire effectivement de cette espèce de grotte mémorielle, c'est comme ça que ça a été appelé, des provocations mais qui ne sont, et je tiens à le souligner, jamais dites en direct. C'est important de le rappeler que ça a été reporté. C'est-à-dire que M. Macron laisse entendre des choses et derrière envoie son représentant pour calmer le feu. Donc je pense qu'effectivement l'Algérie est un curseur important pour l'élection présidentielle française. Mais quand on voit cette force, notamment parisienne, autour de cette révolution, de ce Hirak, il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont marché, qui ont manifesté pendant des mois, qui sont présents. On a eu effectivement, place de la République, la présence de trois, je vais y arriver, représentants élus de la République, etc. Mais on voit aussi certains élus qui s'imposent, qui militent pour la sortie d'autres détenus dans le monde. Mais on sent tout de même que c'est sensible. Sur 477 députés, je crois qu'il y en a eu 2 qui se sont exprimés, alors qu'il y a des condamnés, alors qu'il y a eu il y a plus de 310 détenus en Algérie. Il y a aussi des figures emblématiques qui ont fait la une des médias. On a une pensée pour Karim Tabou quand je dis ça, mais ils sont des centaines et on pense à eux. Mais quand un détenu comme Karim Tabou a fait la une des médias à l'international et qu'on n'a pas un représentant politique, notamment on parle de la France qui ne s'est pas exprimé là-dessus, ni un ministre des Affaires étrangères qui, je le rappelle, s'est rendu, je le disais la semaine dernière, mais il s'est rendu le 15-16 octobre, juste avant le 1er novembre de la Constitution en Algérie. En aucun cas, il a dénoncé. Pas d'ingérence, mais serait-ce que dénoncer. Ça pose problème aux élus, aux candidats en tout cas, de se positionner. Je vais être honnête avec vous, c'est la peur qui les guide. Ils ne peuvent pas s'autoriser à déraper parce que les rares fois où c'est arrivé, ça se passe extrêmement mal. Il y a une tension instantanée en Algérie qui s'installe, je parle au niveau du pouvoir. Ils ne peuvent pas s'exprimer parce qu'évidemment, je rappelle que l'Algérie a fait tomber par la force à l'époque d'un coup d'État involontaire, donc des généraux français ont voulu prendre le pouvoir en France et il y a eu la chute de la 4e République et la 5e République est arrivée. Ensuite parce que dans les années 90 les Français étaient à fond en Algérie alors qu'il y avait des massacres à grande échelle. Ensuite parce que l'arrivée de Bouteflika a arrangé tout le monde, ça permettait de calmer le jeu et que le Hirak a surpris tout le monde. Le Hirak algérien est surprenant à 2 sens. Dans le premier, c'est que c'est un mouvement extraordinaire populaire et dans le deuxième sens, c'est un mouvement qui a montré que l'Algérie était capable de démocratie et capable de pouvoir se respecter elle-même. Et donc ça pose problème à Paris parce qu'à la fois ils veulent un pouvoir fort en Algérie, puisque la Libye est instabilisée, la Tunisie pareil, le Maroc ça bouge, il n'y a que l'Algérie qui semble être très solide, et en même temps parce que la maturité du peuple algérien conduit à penser qu'on peut parler à la fois aux dirigeants tout en
en essayant de composer de façon à minima avec le peuple. Alors vous avez raison de dire qu'effectivement, les autorités françaises ne s'expriment absolument pas sur ce qui se passe en Algérie parce qu'il y a vraiment une peur. Je termine là-dessus avec vous parce que le temps passe, mais surtout que la France est quand même qualifiée de pays démocratique. Il y a des élections, alors parfois il y a des bugs puisque je rappelle que la semaine prochaine, il y a les élections de la ville de Bondy puisque pour des problématiques de signature, etc., les élections, elles ont été rejetées par le Conseil d'État. Donc il arrive quand même parfois en France qu'il y ait des bugs, mais c'est un pays démocratique, libre, où on peut tout de même dénoncer les choses, et à la fois quand on se dit on est chef d'État, on est ministre, on est député, on parle de démocratie, parfois on a vraiment du mal, à part effectivement aussi Marie-Georges Buffet, Parti communiste, qui a interpellé à l'Assemblée nationale de dire dénoncez, dites les choses. Il se passe des choses en Algérie aujourd'hui où effectivement, sans parler d'ingérence, il n'y a pas de soutien. Le problème, vous allez souligner que Marie-Georges Buffet, qui est un parti extrêmement faible, voire quasiment inexistant au niveau électoral, parle effectivement, les partis d'extrême gauche ont tendance à s'exprimer, mais ils n'exercent pas le pouvoir. Ceux qui exercent le pouvoir, par contre, ils font très attention parce qu'il y a deux choses. Il y a les intérêts économiques, l'Algérie est un des principaux pourvoyeurs de pétrole et de gaz de la France, et surtout les intérêts économiques en Algérie des Français. Ils sont très installés économiquement là-bas, donc ils ne veulent pas d'instabilité et ils ne veulent surtout pas se froisser avec un pouvoir qui reste malgré tout extrêmement tendu. Quoi qu'il arrive en Algérie, les dirigeants algériens, lorsqu'ils voient des Français arriver, il y a une défiance immédiate qui s'installe. C'est la raison pour laquelle, effectivement, la classe politique française est à tonne et à folle, ne parle pas, parce que la classe politique française fait ce que la direction politique lui dit. Ça signifie pas d'ingérence, pas de parole à destination des Algériens, parce qu'on sait que c'est très tendu. Le passé ne plaît pas en leur faveur. Restez avec nous, Gamal Habina. Alors, je rappelle que les Algériens et les Algériennes, en Algérie, mais aussi en France, et il y en a énormément qui sont en France d'origine, donc français d'origine algérienne, qui ne parlent pas d'ingérence, mais qui parlent tout simplement, lorsqu'effectivement on est dans un état de droit comme la France, de pouvoir entendre notamment des dénonciations et de pouvoir aussi soutenir quelque part des détenus qui, je rappelle, sont détenus parce qu'ils s'expriment tout simplement. Hamid Chabani, je fais appel à l'élu de la République aussi. Vous avez entendu ces questions un peu aussi. Alors je rappelle que vous, c'est l'UDI, le centre droit, si je ne me trompe pas, notamment du côté de Drancy. Et effectivement, je le dis clairement, Jean-Christophe Lagarde s'était exprimé en dénonçant le fait qu'une chaîne de télé comme la nôtre ait été coupée par le satellite sous la demande notamment du ministère, du ministère de l'État algérien, du moins à Eutelsat. Il faut savoir que Telsat, la France est propriétaire à 30%. Votre image, vous en tant qu'élu de la République, vous êtes d'origine algérienne, il y a une situation en Algérie notamment qui se pose. On a des candidats qui se positionnent d'un sens, on est toujours dans l'élection bien sûr ce soir, mais il y a tout de même peut-être cette irresponsabilité à un moment donné de dire des choses d'un côté en termes de liberté, de démocratie en France, parce que c'est votre combat aussi tous les jours, et puis d'un côté, lorsqu'on a cette diaspora qui est dans la rue, qui sort et qui revendique des choses, on a tout de même un manque pas de soutien, mais effectivement un silence. On n'entend pas assez les choses se dire peut-être, les mots se délier. C'est vrai que la situation, elle est assez complexe. Effectivement, l'intervenant précédent l'a rappelé. C'est difficile aujourd'hui. Les politiques, effectivement, abordent très difficilement la question algérienne parce qu'il y a aussi une peur. On a une vraie peur qu'il y ait une déstabilisation du pays. Je pense que c'est la première crainte parce que si l'Algérie aujourd'hui est déstabilisée, c'est une porte ouverte sur l'Europe et une porte ouverte sur le continent africain qui fait peur. C'est la première chose. Ensuite, c'est vrai qu'à un moment donné, Macron a un peu joué. Et effectivement, à un moment donné, il a dit que la nation algérienne profitait de cette rente mémorielle. Alors, ce n'est pas la nation algérienne qui a profité de cette rente mémorielle, c'est un pouvoir effectivement algérien qui a profité à un moment donné de cette rente mémorielle depuis 62. Et à un moment donné, la population algérienne, je suis mal placé pour en parler parce que je suis élu français, mais on voit bien que pendant le Hirak, toute cette jeunesse qui s'est mobilisée a dit c'est bon, basta. Il y a eu ce qui s'est passé, aujourd'hui on veut passer à autre chose. Et je crois que c'est vraiment le sujet qu'on doit aborder aujourd'hui. Venez, on passe à autre chose. Que ce soit en Algérie ou en France, on a quelque chose à construire en commun. Et ce commun, il est important, il a existé de tout temps, il existe depuis l'Antiquité. Et effectivement, il y a une blessure violente qui date de la guerre d'Algérie. Mais aujourd'hui, on sent bien qu'il y a des générations en France et en Algérie qui veulent passer à autre chose, main dans la main, et qui veulent construire un avenir commun. Et ça, c'est dommage, c'est ce qu'on n'entend pas. Ouais.
Selon vous, quand vous êtes au conseil municipal, alors je rappelle que vous êtes conseiller, mais vous êtes adjoint, donc vous faites partie du bureau municipal. On l'a vu dernièrement dans le cadre des feux ou de la Covid, il y a eu des mairies, des départements, des conseils régionaux qui ont apporté un soutien, qui ont organisé une enveloppe au nom de la mairie, au nom du conseil régional pour aider notamment la Covid en Algérie ou cette région de Kabylie, entre autres, qui a brûlé. Mais quand vous voyez cette révolution, ce pacifisme aussi, c'est un exemple tout de même, puisque des manifestations qui durent comme ça depuis plus de 2 ans, aussi pacifiques, à nettoyer la place de la République, c'est quand même un exemple. Vous en parlez, vous, au conseil municipal, en disant effectivement, voilà ce qui se passe aujourd'hui, il y a des détenus, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un vœu, par exemple, parce que je sais que dans les conseils municipaux, il y a des vœux qui sont émis. D'un point de vue général, vous l'évoquez, surtout que chez vous, il y a quand même, dans votre ville, il y a une diversité en termes d'élus, hein. Alors, le vrai sujet, c'est qu'en réalité, on n'aborde pas ces sujets au conseil municipal parce que c'est l'endroit où on gère la vie municipale, donc les attentes des Drancéennes et des Drancéens. Après, effectivement, on n'est pas aussi sollicité sur ces sujets par les gens, par ceux qui militent en faveur du changement démocratique en Algérie. C'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement qui s'est créé, effectivement, un mouvement où il y a eu beaucoup de manifestations qui ont lieu à Paris, entre autres, mais il n'y a pas eu de vraie interpellation en fait des politiques. Et je pense que là-dessus, il y a peut-être un travail à faire sur ces sujets où les manifestants devraient faire peut-être un peu plus interpeller les parlementaires sur ces sujets, parce que c'est pas dans un conseil municipal qu'on va faire bouger les choses. C'est intéressant ce que vous dites. Je pense que Assia Guéchoud va aussi réagir là-dessus. Alors je sais que les militants ont interpellé, des députés ont interpellé mais effectivement dans un conseil municipal c'est local, mais parfois il y a des vœux parce que ces manifestations, ces rassemblements ne sont pas passés inaperçus, oui, mais bien évidemment. Si je peux me permettre, oui, si je peux me permettre, Chaban, c'est parce que il y a 2 lectures différentes. Moi je suis né en France. On est touché par la situation en Algérie, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que vous n'allez pas interpeller le conseil municipal parce que ses compétences premières, c'est de s'occuper de ce qui se passe ici à Drancy et en Algérie. Elle est là. En fait, elle est là la difficulté. Et moi, le premier, j'aurais du mal à donner aussi un avis de ce qui se passe en Algérie parce que je ne vis pas en Algérie. Alors le but, la question c'était vraiment d'essayer de savoir un peu dans ces pays démocratiques, libres, où on a la voix facile, l'expression facile, c'était un peu parfois de se positionner, de dénoncer les choses et ne pas parler d'ingérence ou effectivement de faire un constat d'une manière ou d'une autre, mais c'était surtout autour de cette répression qui existe effectivement, et plusieurs villes se sont exprimées, notamment autour de certains détenus. Assia Guéchoud, je sais que vous êtes très préoccupé aussi par ces questions. Vous avez attiré l'attention d'abord de plusieurs parlementaires. Vous avez voyagé aussi à Genève, à Strasbourg. Bon, effectivement, le Parlement, vous êtes bien placé pour le savoir. Une réaction? Oui, hier nous étions à Francfort aussi, en Allemagne, où il y avait un rassemblement justement de la communauté algérienne qui est venue de partout. Voilà, nos concitoyens de la diaspora algérienne en Allemagne avaient préparé cette manifestation et nous étions en nombre. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que oui, d'accord, je suis d'accord avec le précédent invité, excusez-moi, j'ai oublié le nom, c'est que la ville de Drancy doit se préoccuper des habitants de Drancy, mais il y a parmi ces habitants, comme moi à Strasbourg, des franco-algériens activistes. Moi, je suis activiste de Hirak depuis 3 ans et qui sont très préoccupés par la situation de leur pays d'origine parce qu'il y a des arrestations. Oui, puis Assia Guéchoud, excusez-moi, sans faire de récupération, c'est pas du tout le but, mais je pense que pour un élu, un député, un sénateur, un président de la République, un candidat, ça peut être aussi dans un intérêt, il faut que ça soit sincère bien sûr, il ne faut pas jouer sur plusieurs tableaux, mais c'est aussi, il y a cette diaspora, notamment en Île-de-France, ce sont ces Français d'origine algérienne, on parle de l'Algérie, mais il y a aussi la Tunisie qui est en pleine révolution actuellement. Ça peut être aussi un atout pour ces candidats à un moment de recevoir ces militants, de recevoir ces associations franco-algériennes par exemple. Oui, mais c'est à nous d'en faire un atout. Tout à l'heure, nous disions que nous étions entre 3 et 5 millions. Ça représente la population du Liechtenstein
pratiquement Monaco, hein, ils sont je crois 4 millions, donc c'est un pays dans un pays finalement, la communauté algérienne en France. Et c'est à nous d'être cette force qui compte, cette force importante. Nous sommes une force économique, mais pas électorale. Donc je comprends très bien ce que disait cette personne par rapport à la ville de Drancy. D'ailleurs, il l'a exprimé clairement en disant ils sont pas venus nous voir. Et voilà la démarche que nous devons avoir. C'est être cette force. Vraiment, une bonne fois pour toutes aujourd'hui, nous organiser comme d'autres communautés le font. Nous en avons parlé à plusieurs reprises. La communauté, par exemple, arménienne, qui est vraiment minoritaire en France en nombre, est devenue une force importante. Donc, pourquoi pas pour les Algériens de faire en sorte de travailler tous ensemble pour devenir cette force. Je ne parle même pas de la communauté musulmane, parce qu'encore une fois, ça c'est un autre débat, et je suis d'accord avec votre invité, même si c'est un débat très important. Dans un pays où on parle de laïcité, où l'islam est stigmatisé et finalement c'est à la limite de l'islamophobie, il va falloir en parler à un moment donné. C'est un débat important. En fait, vous appelez à la responsabilité encore plus forte, puisque je rappelle que toutes ces personnes, ces hirakistes, comme on peut les appeler, ces militants, il y a une réelle responsabilité déjà de s'engager pour sauver le pays, comme on le dit, retrouver une démocratie, une liberté. Mais là, effectivement, vous appelez à une autre responsabilité. C'est vrai que la communauté musulmane, c'est un sujet que je voulais aussi approfondir parce que c'est dans la campagne électorale. Elle est en nombre et elle fait énormément auprès des, je le disais, des ONG. Elle pèse aussi, elle peut peser dans l'électorat. C'est important. Donc là, vous appelez à la responsabilité encore d'une autre manière, plus forte, plus unie, pour peser peut-être dans ces prochaines élections aussi. Oui, alors Chaban, c'est ça. En fait, on aura, j'espère, l'occasion d'approfondir ce sujet lors d'une autre émission. Mais ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'on s'adresse aux bonnes personnes. Nous l'avons fait, nous sommes sortis depuis 3 ans, c'est parfait, c'est génial. Ici en Europe, on peut faire encore mieux. Nous, la diaspora, nous devons vraiment faire les pressions nécessaires. Nous avons cette possibilité, toutes les cartes sont entre nos mains. Nous sommes cette force en nombre, mais également cette force économique et électorale. Et nous devons jouer avec ça, c'est-à-dire stratégiquement, si nous voulons peser pour que Macron ne soit pas solidaire avec cette dictature en Algérie, il faudrait qu'il ait peur de la communauté algérienne qui pèse déjà en France et qui pourrait se retourner contre lui lors d'élections, etc. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que l'équation, elle est là. Mais aujourd'hui, on ne compte pas. On ne compte pas. Et c'est là-dessus, par exemple, quand on marche, quand on sort dans les rues de Paris ou ailleurs, comme nous l'avons fait hier à Francfort, nous avons également dit des slogans en allemand. Nous avons envoyé une lettre en allemand, en anglais, dans différentes langues pour que ça soit compris. Pas sortir et dire des slogans en arabe pour se parler entre nous. Il faut qu'on parle aux autres, qu'on implique aussi, par exemple, les citoyens français à cette cause, comme c'est le cas, par exemple, il y a des Français qui sont très sensibles à la cause des Ouïghours, pourtant ils ne le sont pas, ils ne sont ni musulmans, ni Ouïghours, ni Chinois, et pourtant ils sont sensibles à cette cause. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ce travail-là, au lieu de dire les autres ne s'occupent pas de nous, c'est à nous de faire en sorte qu'ils viennent vers nous. Ce travail-là doit être fait également par nous, par les Algériens, pour défendre les droits des concitoyens qui sont à l'intérieur du pays. Et également les nôtres ici en France. Moi, aujourd'hui, en tant qu'Algérienne, franco-algérienne, je n'ai pas énormément de personnes sur le tableau politique qui me représentent. Je ne sais pas à qui m'adresser, qui me ressemble, qui va aller... Vous ne savez pas pour qui voter aujourd'hui? Non, aujourd'hui, je ne sais pas pour qui voter. Vraiment, c'est le flou total. Pour l'instant, les candidats, d'ailleurs, n'ont pas vraiment parlé de leur programme en profondeur. Pour l'instant, nous sommes restés dans la surface, comme ça, de celui qui parle le plus fort pour attirer la lumière vers lui. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas rentrés au fond du débat. Donc, on ne va pas voter pour quelqu'un parce qu'il a une jolie veste ou parce qu'il sourit bien. On ne sommes pas en Amérique. Aujourd'hui, on a besoin de regarder son programme et nous, en tant qu'Algériens, voir de quelle manière il va pouvoir, ce candidat, justement, porter notre voix et réfléchir à nos propres intérêts en tant que personne de communauté étrangère en France. Chaban. Merci. Hamid Chabani, je sais que vous pouvez le faire. 1 minute, le mot de la fin. Malheureusement, je vais devoir rendre l'antenne. Sachez que c'est une émission qui dure 1h20, mais on va se revoir bientôt. Peut-être un message pour terminer sur cette période électorale qui arrive avec toutes les composantes qu'on vient d'évoquer très rapidement.
La vraie question, c'est qu'il faut vraiment qu'on mette qu'un débat apaisé se mette en place. Le contexte sanitaire l'empêche un petit peu. Et aujourd'hui, je m'inquiète un peu des dérives qui vont avoir lieu les prochaines semaines. Donc vraiment, le mot que je pourrais transmettre aujourd'hui, c'est ayons un débat apaisé de façon transparente sur l'avenir de la France pour les prochaines élections présidentielles. Parce que là, on est dans un contexte très difficile, très compliqué. Et j'ai peur de la suite. Merci Hamid Chabani. En tout cas, je vous propose que vous reveniez la semaine prochaine si vous le souhaitez. Gamal Abina, pareil, une petite minute pour nous dire au revoir peut-être. Oui, très rapidement. L'ironie du sort en France, c'est qu'aujourd'hui, il y a un candidat à la présidentielle qui est extrêmement violent et raciste et d'origine algérienne. C'est une chose qui dit quelque chose. C'est un juif honteux, on le connaît. Et surtout, l'ironie du sort, c'est que la lepénisation des esprits devenait une zémorisation des esprits. Ça veut dire que le discours et la parole raciste se sont complètement libérés. On a vu les sorties du Karcher de Madame Pécresse, Le Pen, Zemmour et tout un tas d'acteurs politiques qui maintenant trouvent normal de parler d'immigration comme si c'était un problème majeur. Merci Gamal Abina, merci à tous les trois. Alors vous dites un juif honteux, mais ça n'a rien à voir, les deux sont totalement deux choses différentes. Bien évidemment, mais on l'entend assez parler comme ça, Monsieur Zemmour, entre autres. On a évoqué plusieurs candidats ce soir. Merci à tous les trois. Je vais devoir rendre l'antenne. Désolé encore pour ce retard ce soir qui était assez conséquent, mais malheureusement avec quelques soucis techniques, ça arrive, c'est ça, les contraintes du direct. Assia Guéchoud, militante pour les droits de l'homme, hirakiste. C'est bien de nous avoir rappelé que ça a commencé, ça a repris hier à Francfort. Ça s'annonce aussi fort à Paris et en Algérie pour le 22 février. Ce hirak, Hamid Chabani, adjoint au maire à Drancy, conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis. Et puis Gamal Abina, porte-parole du mouvement des droits civiques. Voilà, le droit civique, c'est aussi d'aller voter. Bonne soirée à tous. Demain soir, vous aurez le plaisir de retrouver mon ami, mon confrère Jamaldine Benchenouf. À très vite.